Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo de la série le Rider-Waite-Smith pour les débutants. Alors, je sais que je vous avais, dans la dernière vidéo, j'avais laissé entendre que la vidéo suivante serait sur les différentes suites du tarot, pentacle, épée, bâton, coupe. Et puis finalement, cette vidéo sur les suites, ça sera une vidéo ultérieure, puisque en attendant, je voudrais faire une ou deux vidéos rapidement sur de quoi on a besoin quand on souhaite commencer à apprendre à lire le tarot. De quoi on a besoin. Alors j'ai fait une liste d'un certain nombre d'articles qui peuvent être utiles quand on commence à s'intéresser à l'étude du tarot. Mais en réalité, dans cette liste, où il n'y a qu'un seul article qui est véritablement indispensable, c'est d'avoir un jeu de tarot. Tous les autres, ça peut aider. Dans ce que je vais présenter, il y en a qui vous plairont, il y en a d'autres qui ne vous plairont pas, donc vous prenez ce que vous voulez et vous laissez le reste. Mais dans tous les cas, on a en réalité besoin que d'une seule chose, c'est d'un jeu. Alors, quel jeu ? Et bien ça fera l'objet d'une autre vidéo parce qu'il y a une petite discussion autour de ça. Mais pour aller plus vite, pour simplifier aujourd'hui, moi je propose d'utiliser pour commencer le Rider-Waite-Smith lui-même. Alors, il y a plusieurs... il y a quand même un petit choix parce qu'il a été édité plusieurs fois, plusieurs éditeurs s'en ont emparé, chaque éditeur a fait plusieurs éditions successives et il y a des petites différences. Mais je recommande vraiment, tout le monde n'est pas d'accord avec moi, vous verrez sur les réseaux sociaux, sur internet, que d'autres personnes ont d'autres avis et proposent d'autres conseils, donc je vous conseille d'aller voir, de prendre d'autres avis et de retenir celui qui vous convient le mieux. Moi, mon avis, c'est qu'il faut commencer par le Rider-Waite-Smith. Alors, j'ai évidemment pas toutes les éditions, mais j'en ai 3 sous la main qui vont me permettre de vous montrer qu'il y a quand même des différences d'une édition à l'autre et que si une ne vous plaît pas, vous pouvez en trouver une autre qui vous plaira potentiellement, ou qui vous plaira plus en tout cas. Alors celle que j'utilise depuis le début de cette série de vidéos, moi c'est celle d'A.G. Muller, AGM Urania. C'est une version française traduite. Les illustrations et les couleurs sont sensiblement les mêmes que sur l'édition anglophone de US Games. Donc, c'est vraiment une des éditions les plus classiques. Beaucoup de personnes ont vu cette édition-là. Certaines personnes lui reprochent d'être un peu trop jaune. Il y a beaucoup de jaune. Évidemment, là, je vous montre beaucoup de bleu, mais il y a aussi beaucoup de jaune. Il y a certaines cartes qui comportent pas mal de fond jaune. Et ça plaît pas à tout le monde. Bon, moi j'aime bien, mais je sais que certaines personnes ne sont pas fans de cette version-là à cause de ça. Si vous êtes parmi les gens qui ne sont pas fans, il y a d'autres solutions. Il y a par exemple l'édition Centennial qui est sortie à l'occasion du centenaire de la sortie de la première édition. Donc avec des couleurs beaucoup plus douces. Donc on a toujours des jaunes, mais ils sont plus doux. Les couleurs sont un petit peu plus passées. Les marges, au lieu d'être blanc vif, sont ivoire. Et dans l'ensemble, les couleurs sont plus passées. Et puis pour ceux qui aiment les couleurs vives, et moi j'adore celui-ci, il y a le Albano Waite, alors avec carrément des couleurs pop. Alors certaines personnes ne l'aiment pas du tout parce qu'elles le trouvent criard. Moi je le trouve au contraire joyeux, c'est vraiment une histoire de goût. Je vais vous montrer 3 fois la même carte côte à côte dans chacune des éditions pour que vous puissiez voir les différences. Donc par exemple, on a la carte du monde ici, avec ici A.G. Muller, ici au milieu Centennial et à droite, enfin je ne sais pas si c'est droite ou gauche pour vous, mais de ce côté-là, le Albano Waite. Et puis la lune.
Voilà, vous pouvez essayer de voir les différences de couleurs. Je suis pas sûre d'avoir mis mon éclairage au bon endroit pour que vous puissiez voir tout comme il faut, mais ça va venir. Quand je montrerai les autres objets, ça sera mieux. Et voilà, par exemple le 10 de bâton, donc on voit bien que dans ces deux-là, le Centennial a une version plus douce. Les couleurs sont plus passées. Puis là, on est carrément sur des couleurs rock'n'roll. Voilà. Donc, quelle que soit la version du RWS qu'on choisit, quelle que soit l'édition, peu importe, ça marche dans tous les cas. Ce qui est important, c'est d'avoir les dessins, les illustrations de Pamela Colman Smith. Parce qu'à mon avis, c'est dans tous les autres tarots et dans la multitude de tarots qui sont sortis depuis dans la tradition Rider-Waite-Smith, il n'y en a pas un seul qui reprend intégralement et 100% fidèlement l'intégralité de tous les symboles qui sont dans le jeu dessiné par Pamela Colman Smith. C'est pour ça que je recommande d'avoir un bon jeu RWS pour commencer. Donc ça, c'est une chose. Je ferai peut-être une autre vidéo pour parler des alternatives possibles. Je reste sur la position qu'il faut commencer, je pense que c'est mieux de commencer par un jeu Rider-Waite-Smith dessiné par Pamela Colman Smith. Après, c'est pas inintéressant d'en avoir un deuxième peut-être plus récent, dans la tradition Rider-Waite-Smith, mais avec des illustrations un peu différentes, parce que ça permet de confronter deux fois la même carte et de regarder comment elle est réinterprétée par un artiste plus moderne. De prendre par exemple la carte du monde dans le Rider-Waite et puis la carte du monde dans une autre version, et de comparer les deux. Toujours est-il qu'on commence par un jeu de tarot. Donc ça, c'est l'incontournable. Après, tout le reste de ce que je vais vous dire, c'est des articles qui me paraissent intéressants d'avoir, mais uniquement si ça vous plaît déjà. Si ça ne vous plaît pas, vous zappez. Et puis, il n'y a rien d'obligatoire. Donc, quelque chose qui peut être pas mal d'avoir, c'est de quoi noter, un endroit pour noter quand on débute, tous les exercices qu'on fait, toutes les remarques qu'on se fait sur les cartes, parce que va y avoir par la suite, je vais vous proposer des petits exercices dans cette série de vidéos. Donc ça peut être pas mal de les mettre tous au même endroit pour pouvoir éventuellement y revenir, ou alors de les noter sur papier libre et de ne pas garder les papiers, c'est vraiment comme on veut. Si vous êtes quelqu'un qui aimait prendre des notes, et ben un petit cahier comme ça où on note ce qu'on fait, ce qu'on pense des cartes, c'est sympa. Si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas prendre des notes, et ben ne le faites pas, c'est pas indispensable non plus. Moi j'en ai plusieurs, j'ai ce cahier, j'en ai un plus grand dans lequel qui est sous forme de répertoire et dans lequel j'ai réservé un onglet pour chaque carte, et puis j'ai des pages sur la numérologie, j'ai des pages, après j'ai une double page pour chaque carte. Alors par exemple la Maison Dieu, donc j'ai pris des notes sur des réflexions qui me sont venues au cours de tirage ou en manipulant la carte. J'ai collé des représentations, voilà. Donc ça peut être sympa si ça vous parle de faire un cahier comme ça dans lequel vous avez une page ou une double page pour chaque carte et de noter ce qui vous vient. C'est encore pas du tout obligatoire, donc ne le faites que si ça vous branche, sinon vous oubliez. Troisième chose qui peut être sympa, c'est un bon bouquin de référence. Bon, moi j'en ai plus que 3 et tous les miens sont en anglais, mais j'ai sélectionné ceux-là pour vous montrer. Donc celui-ci de Rachel Pollack, je pense qu'il est traduit en français, et de toute façon, quel que soit le livre de Rachel Pollack sur le tarot que vous trouverez en français, je pense que c'est une bonne base. Elle est connue pour avoir fait des très bons livres de référence sur le tarot. Je vous montre son nom en bas. Voilà, donc quel que soit elle en a écrit plusieurs, quel que soit celui que vous trouvez en français, ça peut être
ça peut être une bonne base. Il y a des livres qui, celui-là, on ne trouvera pas, c'est vraiment qu'une aide ce livre-là, on ne trouvera pas l'intégralité des informations sur le tarot. Mais il est fait d'une façon qui est sympa parce que pour chaque carte, est-ce qu'on voit ce que je montre? Pour chaque carte sont pointés les différents symboles, les différents détails du dessin et leur signification symbolique. Donc ça peut être une aide. Et puis il y a tout un tas de livres comme celui-ci. Donc celui-ci est de Mary K. Greer et je pense qu'elle est traduite en français également. Elle a fait pas mal de bouquins, enfin elle ou d'autres, hein, sous forme d'exercices à faire. Voilà, il y a des exercices qui sont proposés, on peut répondre directement dans le livre ou sur un cahier à côté. Moi je préfère écrire sur un autre cahier pour potentiellement pouvoir refaire les exercices si j'ai envie. Voilà, donc ça peut être des supports sympas. Néanmoins, c'est pas non plus indispensable d'avoir un bouquin. Moi je pensais pas mal d'en avoir au moins un et si on doit en avoir qu'un seul, je pense que Rachel Pollack c'est un bon choix. Après, Internet est une source inépuisable de contenu et vous trouverez aussi énormément d'informations sur chaque carte sur Internet ainsi que des exercices à faire. Donc si vous ne voulez pas investir dans un livre ou si vous ne voulez pas investir tout de suite dans un livre, c'est pas indispensable non plus. Après, dans les accessoires qui vont nous faciliter la vie. Alors moi, il y en a un, il y a un accessoire qui pour moi est incontournable. C'est le tapis de jeu. Je suis un petit peu maniaque avec mes cartes. J'aime qu'elles restent en bon état. J'aime pas qu'elle soit posée sur une table où potentiellement il y a eu un verre avec un rond et puis que la carte soit posée dedans et qu'après elle colle. J'aime que mes cartes restent propres et comme neuves le plus longtemps possible. Donc j'utilise absolument systématiquement un tapis. Alors j'en ai fait, celui-là je l'ai fait, c'est un côté batik, un côté soie. J'en ai fait par exemple celui-ci. C'est un tapis en velours, voilà, doublé aussi, donc recto verso. Pour en faire tout bête, simplement en coton, celui-là je suis en train de le broder, il n'est pas fini, mais voilà, on peut faire simplement un carré de coton. Celui-ci était livré avec un jeu, c'est un joli petit foulard en soie avec toutes les cartes du jeu sont imprimées dessus. Alors en plus c'est léger, ça prend pas de place quand c'est plié, c'est très pratique d'avoir ça. Ce que je reproche à ce type de foulard, c'est qu'il est tellement chargé, comme il est très beau, mais il est tellement chargé comme décor que quand on pose les cartes par-dessus après, on ne les voit pas vraiment ressortir. Donc moi j'aime bien les fonds unis ou faux unis pour que la carte ressorte bien. Voilà, je m'en suis fait un doublé avec un côté toile cirée pour tirer les cartes dehors dans le parc, posées sur l'herbe. C'est waterproof, donc les cartes ne risquent rien. Ce côté-là il est en coton. Parce que je tire les cartes à peu près n'importe où, hein, sur les tables de bar, dans les trains, mais jamais, jamais posé directement sur une surface, toujours avec un tapis de jeu entre la surface et mes cartes. Et puis si j'ai rien sous la main, eh ben, je prends le foulard que j'ai autour du cou, je le déploie et je m'en sers de tapis de cartes. Donc ça, pour moi, c'est un accessoire indispensable. Pour vous, ça ne le sera peut-être pas. C'est indispensable pour moi, mais c'est pas pour autant que c'est indispensable d'en avoir un si vous n'en ressentez pas le besoin. Donc voilà, ça c'était le tapis de jeu. Autre chose qui peut être bien utile, et c'est surtout si votre jeu... beaucoup de jeux viennent, j'en ai pas là sous la main qui soit comme je voulais vous le montrer, mais beaucoup de jeux sont livrés dans une simple boîte en Bristol avec un clapet qui s'ouvre comme ça. Et souvent, ces petites boîtes en Bristol, c'est dommage que j'en ai pas sous la main, sont
extrêmement fragile. Alors, j'en ai pas sous la main, mais j'ai ça qui ressemble. C'est pas un jeu de cartes, hein, c'est du VIX, mais le genre de carton avec deux clapets comme ça et un petit rabat, c'est tout à fait le genre de système dans lequel sont livrés beaucoup de jeux de cartes. Et ça a beau être du carton, c'est absolument pas solide du tout, et quand vous l'aurez mis 3 fois dans votre sac à main, il sera tout abîmé, il s'ouvrira tout seul et il tombera en lambeaux. Donc c'est pas mal, si on a un jeu qui arrive comme ça, de lui trouver soit une boîte, soit une petite pochette pour le protéger. Alors là, moi ma boîte elle est en dur, donc c'est pas mal c'est d'avoir une boîte comme ça dure. Sinon, une pochette en tissu pour protéger les cartes. Hop, on met le jeu de cartes dedans et c'est protégé. Il faut qu'elle soit suffisamment vaste pour que les cartes puissent rentrer et sortir sans être écornées, mais suffisamment serrée pour que les cartes ne bougent pas à l'intérieur, parce que si elles bougent dans tous les sens, elles risquent de se plier et de s'abîmer quand même. Donc il y a plein de modèles, il y a les petites tirettes comme ça, classiques. Il y a ce genre de pochette avec un rabat. Voilà, les cartes sont bien protégées à l'intérieur. Il y a un petite épaisseur de molleton entre le tissu et la doublure, et ça ferme bien, donc ça bouge pas. Et là, les cartes sont vraiment bien protégées. Celle-ci, c'en est une autre que j'ai faite. Voilà. J'ai pareil, donc les cartes sont mises comme ça. J'ai un petit peu molletonné pour que ça donne une protection. Et puis on enroule comme ça et crac, ça tient comme ça. Voilà. On peut en avoir qui sont fermés avec un bouton comme celui-ci. Bon, je ne vais pas vous énumérer tout, mais en tout cas, une pochette un peu qui tienne bien, voilà, ce genre-là, avec un bouton ou pas de bouton, ou une lanière ou des petits cordons, mais pour protéger les cartes, sauf si votre jeu il est déjà livré dans une boîte en dur. Ça peut être pas mal. Il y a aussi des gens qui se contentent de ne pas ranger leurs cartes spécialement et d'avoir simplement leur jeu de cartes soit enroulé dans un linge, enfin dans ce qui leur sert de tapis, soit il y en a qui mettent simplement un élastique autour de leur jeu et puis ils le mettent comme ça dans leur sac. C'est vraiment au choix. Moi je sais que je ne ferai jamais ça parce que j'aime que mes jeux restent en très bon état, mais vous faites ce qui vous plaît à vous. Du moment que vos cartes, on essaye de ni les abîmer ni en perdre une au passage, quoi. C'est l'objectif. Et puis dans les autres accessoires, après on arrive vraiment dans les choses qui sont moins indispensables et vraiment au choix de chacun. Moi j'ai un petit spray c'est un petit mélange que je fais moi-même à base d'eau de Cologne, entre autres. J'ai une petite améthyste à l'intérieur, avec lequel je me lave les mains avant de manipuler mes cartes. Voilà. Alors, moi, je me lave toujours les mains à l'eau et au savon avant de toucher mes cartes. Je n'aime pas du tout toucher mes cartes avec des mains qui ne soient pas nickel. Et je n'aime pas non plus que quelqu'un d'autre y touche avec des mains qui ne sont pas fraîchement lavées. Donc ça, c'est le même principe que du gel hydroalcoolique. Par contre, en période de coronavirus, préférez le vrai gel hydroalcoolique. Mais sinon, c'est le même principe, ça nettoie les mains. Et après, quand on touche les cartes, on ne met pas de graisse ou de traces d'encre ou je ne sais quoi dessus. Donc ça, c'est un petit accessoire que j'aime bien, mais encore une fois, c'est vraiment pas indispensable. Et puis après, il y a tout ce qui est... Il y a des personnes qui aiment avoir un petit décorum pour tirer les cartes. On peut mettre des bougies, on peut mettre de l'encens. Moi, j'aime bien avoir quelques cristaux. Donc j'ai une pointe de quartz ici, j'ai quelques améthystes par exemple. J'aime bien avoir ça sur mon tapis de tirage, mais c'est pas du tout indispensable. Souvent, quand je fais un tirage pour quelqu'un d'autre, je vais faire une photo des cartes, donc j'essaie que ça soit joli, donc ça fait partie de mon décorum, et puis j'aime bien avoir des cristaux comme ça autour de moi, mais c'est absolument pas nécessaire, c'est vraiment un plus. Si ça vous plaît de mettre d'une bougie, de mettre de l'encens, si ça vous aide à vous concentrer, faites-le,
Si ça ne vous intéresse pas, ne le faites pas. Donc voilà, en gros tout ce dont on peut avoir besoin pour pratiquer le tarot et pour apprendre le tarot. Encore une fois, la seule chose qui soit véritablement indispensable dans tout ça, c'est un jeu. Voilà, je vous remercie. Je vais faire une prochaine vidéo sur les différents jeux qui peuvent convenir, bien que je reste de l'opinion que c'est vraiment mieux de commencer par un vrai Rider-Waite-Smith. Et puis après, j'aborderai le vif du sujet avec les différentes suites. Merci beaucoup, à bientôt.